Oui. Alors Gérard a eu la gentillesse de nous accueillir depuis 2 ans pour les réunions de pilotage dans une magnifique salle de direction. Et d'ailleurs, il y a le conseil de surveillance des fromages Rubel, le conseil d'administration aussi. Et Gérard Boivin est donc le président de ce conseil de surveillance. Il va avoir été président des fromages Rubel, du groupe Bel en général, et avoir franchi un peu tous les échelons à l'intérieur de cette entreprise familiale. Alors Gérard, c'est aussi un ami de longue date, on travaille depuis peut-être 20 ans ensemble. Ça a été un de mes premiers clients quand je me suis lancé dans le conseil. Et on a partagé pendant ces 20 ans ce regard sur le monde qui évoluait de plus en plus vite, et qui évoluait aussi en posant des questions de plus en plus radicales. C'est pour ça que je lui ai demandé de travailler sur une petite présentation d'ouverture, penser le long terme et le global pour agir dès aujourd'hui au niveau local. Il faut dire que cette petite présentation elle est la synthèse de beaucoup de discussions qu'on a eues dans ce comité de pilotage. Et notamment le fait que quand on a lancé notre action, on s'est dit comment intéresser les entreprises au long terme et à la globalité. Et que plus on travaillait sur cette question, plus on se rendait compte qu'on butait là sur un véritable problème, qui était que les entreprises, en fait, ce qui les intéresse, c'est le local et le court terme. Et que penser global et penser long terme, c'était pas évident. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que c'était intéressant de creuser cette question et comment dépasser cette contradiction entre le court terme et le long terme, le global et le local. Voilà, Gérard. Alors en fait, quand vous me donnez le thème, vous avez 2 heures pour, je me suis bien amusé d'ailleurs, parce que au départ je me suis dit c'est bizarre ce truc, et après je me suis dit mais en fait c'est vraiment important. On dit que l'entreprise est dans la contradiction permanente de la vie, et là c'est vrai. C'est vrai parce que penser et agir, c'est 2 choses différentes. Le long terme et le court terme, aujourd'hui, c'est 2 choses différentes. Et le global et le local, c'est aussi 2 choses différentes. Donc je me suis dit, vraiment, il y a une opposition, mais en effet, c'est celle que l'on vit au quotidien. Alors pour illustrer, là, je vais citer quelques phrases, 6 exactement, c'est 2 par couple. Et c'est le suivant. En fait, la première qui est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est le penser, l'agir. Et c'est vrai que la vision sans l'action est un rêve, l'action sans la vision est une perte de temps, alors que vision-action, je dirais, c'est ce qui fait que l'on réussit. Le deuxième élément, c'est ça, je me souviens, c'est quand je faisais mon PhD, il y avait une phrase écrite dans la salle où j'allais, plus fort, qui était une phrase de Bergson qui est il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Donc en fait, cette dialectique, penser et agir, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le deuxième élément, c'est l'élément du temps. Alors, l'art de la prévision est difficile, surtout quand il s'agit du futur. C'est une phrase de Pierre Dac pour les plus anciens. Je trouve qu'elle est très révélateur de certaines situations. Le deuxième élément, c'est le problème du cycle de décision. Et hier, j'étais à Bruxelles avec le directeur du budget de l'Union européenne. Quand je m'avais donné le chiffre, d'ailleurs, ça m'a peur. Le budget actuel, c'est 150 milliards d'euros. Et je lui disais, il y a un problème parce que vous êtes dans un système, il nous a présenté le plan jusqu'en 2020 de l'Union européenne. Et je lui disais, mais une chose qui me choque, c'est que, en définitive, aujourd'hui, les chefs de gouvernement, c'est 4 et 5 ans. En plus, ils sont réélus, enfin, autour de 4 et 5 ans. Les directeurs des organismes internationaux, c'est 3 à 5 ans. L'espérance de vie d'un PDG, c'est 4 ans. Donc, quelque part, le système de pensée est vraiment un système à court terme.
Et là, il disait, ouais, mais donc j'ai dit votre plan 2020 déjà, pendant 8 ans, j'ai du mal à croire. Et je disais, mais mon problème à moi, c'est est-ce que la démocratie, qui est basée sur ces 3 types de population, là, la démocratie est compatible avec un projet politique? C'est une question que je me posais parce que je comparais le capitalisme rhénan, le capitalisme financier, le capitalisme chinois, en me disant, mais eux, et je me souviens, la première fois que je suis en Chine, c'était en 1995, j'avais rencontré un adjoint du maire de Pékin, et je lui ai dit, mais comment vous pouvez, je vois plein de gens créer leur entreprise le soir, c'était à Pékin, et puis ils bossaient la journée, et le soir, il y avait des restaurants là dans la rue. Je lui disais, mais ils ont l'esprit d'entreprise. Et je dis, mais comment vous pouvez être communiste? C'était un mec qui était numéro 2, numéro 3, communiste. Et il dit, mais nous, je ne crois plus communiste. Mais il dit, on ne peut pas faire l'erreur de l'Union soviétique. C'est-à-dire que le seul système économique qui marche, c'est l'économie de marché. Mais pour avoir l'économie de marché, faut-il encore avoir fait une transition démocratique, ce qu'on n'a pas fait? Donc, il faut un régime totalitaire. Un régime totalitaire, il y en a que 2, communiste ou fasciste. On a choisi. Il y en a un qui est moralement plus accessible que l'autre. Et en définitive, ça m'a marqué en me disant, mais aujourd'hui, est-ce qu'une démocratie peut vraiment avoir un projet à long terme? C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Hein. Mais quand on compare les 3 systèmes, et c'est le prochain bouquin que mon épouse va écrire, je vais dire, on se pose la question d'un vrai projet sur le long terme dans le système démocratique. Et comme par nature, Rousseau a été ma lecture de base, je dis oui, mais quand même, il faut se poser des questions, compte tenu de ce cycle du court terme. Donc le court terme est un problème par rapport au long terme, néanmoins, il faut essayer de concilier les deux. Troisièmement, c'est le global et le local, c'est les 2 dernières phrases. Donc il ne sert à rien de gagner la Lune si on perd la Terre. Donc effectivement, je dirais d'avoir une vision globale au-delà même de la Terre, et je dirais, j'ai mis ce problème-là, sur la Lune, alors qu'en fait aujourd'hui on parle de quotidien, je pense que dans l'adaptabilité locale, c'est un vrai problème. Et enfin, je crois que les entreprises du haut de ces pyramides, je vois le monde par rapport à une conduite des besoins qui s'adapte au local, c'est aussi quelque chose de très fort. Donc on voit, comme définitif, le problème du court terme et du long terme, le problème du local et du global, et le problème de la pensée et de l'action sont des contradictions permanentes. Alors en fait, on aborde donc un nouveau monde pour les dirigeants. Ce nouveau monde, en fait, il est fait sur 4 éléments qui changent. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce n'est pas la crise qui a provoqué tout ça. La crise n'est qu'un révélateur. De tout sens, on ne peut pas se leurrer. Si vous prenez la crise de 29 et la crise de 29, vous avez eu tout va bien, ça va mal, ça va bien, ça a duré 10 ans, jusqu'à 39 la guerre. Après, on va dire que ça va bien. Donc en définitive, on est dans cette situation. Moi, ça me faisait sourire quand j'entendais en 2009, on va sortir de la crise. Prenez l'exemple de l'année 2011. L'année 2011, en début d'année, je critique beaucoup les économistes, mais je suis économiste. Début d'année 2011, c'est tout va bien, 2011, on est sorti de la crise, c'est merveilleux. Mi-2011, juillet-août, c'est la cata, le monde s'écroule, tout va. Bon. Fin 2011, oh, ça va un petit peu mieux, on va sortir de la crise, d'ailleurs, ce qui s'est passé en début de semaine. Donc on voit que les économistes, sur une année, et hier d'ailleurs je posais la question à Ferry, qui est un think tank au niveau de l'Europe, je lui disais, bon, vous les économistes, je vous le fais maintenant, vous avez fait 3 prévisions en 2011, donc combien en aura-t-il en 2012? Parce qu'on peut se poser des questions aussi sur cette vision long terme. Et c'est ça qui est difficile. Donc la crise, en fait, c'est qu'un épi-événement, mais ce qui est important, c'est le changement de monde dans lequel vous allez. Et il y a 4 changements fondamentaux. Le premier, c'est au niveau des techniques. Et c'est donc le numérique et le vivant. Moi-même, j'avais fait un choix, je ne suis pas très bon dans le numérique. Par contre, je suis microbiologiste de formation, donc j'ai choisi le monde du vivant parce que je crois que c'est ce qui pourra nous aider pour le futur. Donc un premier changement technique, c'est le numérique et le monde du vivant.
Le deuxième changement, c'est un nouvel espace. Avant, le moteur de la croissance, il était entre les États-Unis et l'Europe, dans l'Atlantique. Maintenant, il n'est plus dans l'Atlantique, il est dans le Pacifique, entre les États-Unis et l'Asie. Donc, l'espace n'est pas le même. Le temps n'est pas le même non plus, parce que, en fait, on vit, et dans les entreprises, en changement du temps, il faut effectivement avoir le court terme, mais aussi avoir cette vision long terme. Et c'est ça qui est difficile, et vous ne pouvez pas changer en permanence de président en disant on va en mettre un pour le court terme, on va en mettre un pour le long terme. Alors, je dis qu'on ne peut pas, mais c'est un peu ce que font un certain nombre de boîtes. Vous en prenez un pour redresser, une fois qu'il a redressé, vous en prenez un autre pour avoir la vision. Une fois qu'il a dépensé du fric, il a sa vision, vous changez, vous en mettez un autre. D'où l'espérance de vie d'un PDG, 3 à 4 ans, donc c'est stressant. Moi, j'ai été DG pendant 5 ans et président et directeur général pendant 8 ans. Waouh, c'est un long parcours parce que l'espérance de vie, en général, est assez courte. Et enfin, un dernier point, c'est une priorité stratégique différente, qui est de réconcilier l'économique et le sociétal. Alors, sociétal, pour moi, veut dire 3 choses. Veut dire social, veut dire le bien commun, la société, et veut dire l'écologie. Et donc, avoir cette vision à la fois économique et sociétale, c'est différent que d'avoir une vision seulement économique. Donc le nouveau monde change pour les dirigeants, et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, donc j'ai des doutes sur le politique, sur les organismes internationaux. Alors, les entreprises, le PDG change souvent, mais à la limite, c'est comme ça et on le vit. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise joue vraiment son rôle, et je pense que l'entreprise est le seul vecteur capable de changer la vie des gens au quotidien. On est là, et je voyais le directeur du budget hier à Bruxelles, qui me disait, nous on est là pour améliorer l'infrastructure, et c'est vrai que c'est leur rôle. Et les entreprises, on est là pour créer de la richesse. Alors richesse à la fois économique et richesse sociétale. Enfin, l'objectif des dirigeants, je dirais, c'est effectivement de savoir mélanger le court terme et le long terme. Alors, il y a différentes manières de faire. Moi, je vois par exemple chez nous, chez Bell, le président qui m'a remplacé en 2010, en fait, est quelqu'un qui gère le juridique, le court terme, le court terme, le court terme. Et moi, je garde le moyen et long terme comme président du conseil de surveillance. Comme ça, on se répartit les rôles, parce que c'est vrai que quand j'étais le président, ce qui m'intéressait, c'était le résultat du mois, le résultat du trimestre, le résultat de l'année. Et je veux dire, c'est vrai que c'est difficile. Alors, il y a des gens qui sont capables de faire, mais Bell, c'est 10 000 personnes, donc moi j'avais du mal à gérer les 120 pays et puis penser au... Alors je le faisais quand je rencontrais Michel, on discutait, mais concrètement au quotidien, c'était difficile. Donc là, j'ai trouvé la solution. Lui, il gère le court terme, moi, je gère le moyen et long terme. Et comme on s'entend bien, c'est merveilleux. Mais c'est vrai que c'est difficile dans une entreprise d'être capable de faire les deux. Malheureusement, c'est le nouveau monde des dirigeants. Je rappelle quand même, hein, pour ceux qui ne savent pas, que les sociétés les plus rentables au monde, enquête faite en France, enquête faite aux États-Unis, sont les sociétés familiales. Et pourquoi? Simplement parce que nous sommes sur le terrain. Donc, la nouvelle vision de l'entreprise, donc on ne peut plus aujourd'hui se développer aux dépens de la société comme c'est avant. Voilà. Ah non, la nouvelle passion d'alors, c'est ça, vous avez raison. Oui. On ne peut plus seulement se développer aux dépens de la société civile. Et je crois qu'aujourd'hui, la RSE classique que font beaucoup de boîtes, le greenwashing dont on parle, ça c'est dépassé. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que Michael Porter, qui a été pour moi le pape de la stratégie pendant des années, l'année dernière, à la même période à Davos, a jeté le pavé dans la mare lorsqu'il a abordé ce problème. Il est crédible, il conseille tous les présidents de société, pas beaucoup de présidents de société. Et donc on ne peut pas le traiter de communiste ou de choses comme ça, et pourtant c'est lui qui a mis le pavé dans la mare. C'était génial que ce soit un communiste qui le fasse. Et en définitive, il a créé le concept de valeur partagée, alors moi j'appelle autrement, j'appelle création de valeur partenariale, qui est simplement la somme de la création de valeur actionnariale. Moi je me souviens quand j'ai pris la présidence du groupe, j'avais dit je viens pour la présidence mais je veux garder la direction générale. Au moins c'est moi qui décide et je n'ai pas de problème. Donc, et c'est vrai qu'à l'époque, la GLR c'était une création de valeur actionnariale. Et progressivement, je me dis, mais attendez, création de valeur actionnariale, d'accord, on
va améliorer tout ça, mais il n'y a pas que ça. Et donc, on a abordé le problème de la création de valeur sociétale. Et donc, la création de valeur, ce que lui, Porter, appelle partagé, moi j'appelle partenarial, en fait, c'est la somme de la création de valeur actionnariale et la somme de la création de valeur sociétale. Sociétale aux trois notions que je parlais tout à l'heure, social, bien commun et en fait, à partir du moment où on fait ça, eh bien, toutes les parties prenantes peuvent, je dirais, en tirer profit au sens noble du terme. Donc, on est dans une nouvelle création de valeur. Et cette nouvelle création de valeur, en fait, a pour objectif de réconcilier l'économique et le social. Et je le disais, pour ceux qui me connaissent un peu, quand je suis sorti de mon école d'ingénieur, j'avais le choix entre plusieurs sociétés, IBM, faire de la recherche, et Danone. Et je suis allé chez Danone parce qu'à l'époque, il y avait un double projet économique et social d'Antoine Rigaud. Et c'était le premier. Et j'y suis allé parce que ça me branchait. Venant de l'agro, l'écologie, je connaissais. Là, l'économie sociale, ça me branchait. Donc, tout me convenait totalement. Donc, réconcilier l'économique et le social, c'était d'ailleurs une autre histoire. Lorsque j'ai fait mon PhD d'économie, on m'a dit, quand ils ont lu le truc, on m'a dit, c'est pas un PhD d'économie que vous devez faire, c'est un PhD de sociologie. Ah bon. Allez voir en socio. Je vais en socio. On me dit, ah non, c'est un PhD d'économie. Je commence à m'emmerder. Mon PhD, c'était pour réconcilier l'économique et le social. Et je me faisais jeter d'un côté, je me faisais jeter de l'autre. Et au final, j'ai eu un PhD d'économie. Mais c'était aberrant. En fait, le système était vraiment fermé. Et moi, j'étais là pour dire, on ne peut pas avoir une vision d'entreprise si on ne gère que l'économie. Et donc, je mélangeais les deux. Et à chaque fois, je me faisais jeter. Quand même reçu au bout de 6 mois. Ça a duré 6 mois l'année, après avoir terminé ma thèse, je me demandais quand même 2-3 ans. Je me faisais jeter partout parce qu'on me disait, mais votre truc là, c'est. Bon. Et aujourd'hui, c'est évident pour vous, pour les plus jeunes, à l'époque, ça ne l'était pas. On va aborder maintenant les 3 éléments de l'analyse concurrentielle. En fait, l'analyse concurrentielle, c'est très simple, il y a 3 niveaux. Il y a le bas, qui est plus facile, qui est le diagnostic interne et externe, c'est les forces et faiblesses de l'entreprise, capacité, stratégie. Alors ça, en général, on le fait. Premier niveau. Le deuxième niveau, le cadrage stratégique, ça c'est un peu moins bien fait. Et celui qui est très mal fait, c'est celui-là, c'est l'opportunité menace. Souvent, les gens me disent, on fait un SWOT. Ouais, d'accord, ok. Il faut un SWOT. Les forces faiblesses, ça c'est bien. Alors, opportunité menace, ils ne savent pas le faire parce que facteur clé de succès, que les gens vous expliquent ce que sont les facteurs clés de succès pour leur avenir, je vais vous dire, parlez-en à tous les chefs d'entreprise que vous connaissez, il n'y a pas beaucoup de secteurs. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le diagnostic stratégique externe et interne est fait par le président et son directeur général, et c'est plutôt bien fait. Je considère qu'aujourd'hui, il y a une bonne sur deux qui est capable de le faire. Le cadrage stratégique qui est fait entre l'actionnaire et le président, je vais dire qu'il y en a moins qui le font bien. Quant à la prospective stratégique, et bien là, je considère que c'est très très mal fait dans la majorité des entreprises. Alors les chiffres, c'est d'un point de vue d'enquête, je ne vais pas les mesurer, mais c'est pour donner mon intuition je dirais, de la force de ces 3 propositions. Alors en fait, le temps dans la prospective stratégique, donc dans la prospective stratégique, vous avez le temps et l'espace, et le temps, c'est l'avenir vers le présent. Alors, c'est pas, on n'attend pas le futur comme on attend un train. Hein. Je crois que ce qu'il faut, c'est dire, voilà quel sera l'avenir, et à partir de là, quelles sont les conséquences pour le présent. Le raisonnement est à l'envers. Souvent, c'est ma boule de cristal, voilà le futur, bon, moi je ne sais pas faire. Par contre, je vois, par exemple, on l'a fait, nous, dans l'industrie laitière, on a interviewé 150 personnes, c'est du collaboratif, on leur a dit, comment voyez-vous l'avenir de l'industrie laitière en France? On a fait pareil au niveau européen. Donc, l'équipe, on a décrit l'avenir, et à partir de là, on a dit, quelles sont les conséquences pour le présent? Et c'est ça qui est important. La démarche, c'est pas, quand vous faites un plan, en général, vous demandez à un marketeur la proposition de vente, on a dit en marketing, il est toujours beau. On a fait les 5 dernières années plus 5%, comment encore ça va bien, on va faire plus 6. Si c'est ça les prévisions, attends, c'est comme ça que ça se passe dans l'entreprise. Hein. Demandez à votre directeur marketing de faire ses prévisions, non, vous allez voir.
c'est comme ça que ça se passe. Alors en définitive, la prospective, c'est pas ça. C'est vraiment se poser des questions sur quelle est notre vision d'un monde futur, à partir de là, d'en tirer des conséquences pour le monde présent. Et cette posture, je dirais, est une posture difficile. En fait, on ne prévoit pas l'avenir, on ne prévoit pas l'avenir, on le prépare. En fait, si on regarde le temps dans le management, en fait, vous avez 4 types de temps. Mais c'est fonction de la direction, des objectifs, et c'est fonction des ressources. Lorsque la direction est fixée et que les ressources sont fixées, vous êtes un exécutant et vous obéissez. C'est le premier niveau. Bon, c'est pas du travers, hein. C'est vite, c'est tranquille. Lorsque vous êtes un gestionnaire, en général, on vous fixe l'objectif. Vous avez le choix des ressources, et là vous êtes réactif. Alors malheureusement, beaucoup d'entreprises et beaucoup de directions générales restent à ce niveau. Elles sont réactives. Réactives aux problèmes, réactives à la crise, réactives à tant de choses. C'est le niveau, je dirais, le plus développé dans le monde de l'entreprise. Le niveau supérieur, c'est la direction choisie, les moyens sont choisis, et là vous êtes réactif. Et le 4e niveau, qui correspond au monde de la prospective stratégique, les deux sont aussi choisis. Alors, quelle est la différence entre préactif et proactif? Préactif, en fait, ben voilà ce qui va se passer, donc je me prépare au changement qui va arriver. Proactif, vous dites voilà ce qui devrait se passer, je vais essayer de le changer. Je vais prendre un exemple. Au niveau de la politique laitière, je prends toujours mes exemples parce que je connais. Dans la politique laitière, on a prévu tel que sera le monde laitier européen dans quelques années. Et on s'est dit, voilà ce qui va se passer, donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer ce qui pourrait se passer? Et c'est la différence entre préactif et proactif, et c'est pas évident, n'empêche qu'une attitude proactive, qui est l'attitude de la prospective stratégique, c'est pour moi la seule attitude possible. L'espace dans la prospective stratégique, vous avez 2 niveaux. Vous avez l'analyse du macro-environnement. Et là, en général, les sociétés bien faire parce que ils ont l'impression d'être intelligents. Quand on vous parle quel sera l'euro, la démographie de demain, l'euro, vous avez l'impression d'être intelligent. Et je vais dire, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est l'autre. C'est l'analyse du secteur. Et là, je reprends, pour ceux qui ont et des porteurs, il y en a 5 forces, hein. Moi j'en rajoute une 6e, parce que je trouve qu'il y en a une. C'est les 5 forces de porteurs, en fait, c'est l'analyse du secteur. Et ça, c'est un exercice difficile. Et j'avais une réunion stratégique pour une semaine, et je leur disais, bon, c'est bien ce que vous avez fait, sauf que vous avez juste oublié un truc, c'est les nouveaux entrants. Exemple, dans mon secteur laitier, il y a un nouvel entrant qui s'appelle Pepsi. Pepsi qui est rentré dans le monde laitier. Et donc, quelque part, avec des ambitions de mélanger des produits laitiers, des produits végétaux, des trucs. Donc, je me dis, attendez, il faut surveiller de près, c'est vachement dangereux pour nous. On a juste oublié les nouveaux entrants. Donc, quand vous faites de la stratégie dans le monde du lait, dans les fromages, avec la vache qui rit, le lait, l'herbe à mort, tout ce mouvement, et que vous oubliez qu'il y a un nouvel entrant, c'est dramatique. Bon, donc on ne l'a pas oublié, mais n'empêche que... Bon, et puis vous avez le 3e niveau qui est les groupes stratégiques, vous avez effectivement ceux qui sont sur la stratégie de volume, dans notre métier du lait, c'est Lactalis, et ceux qui sont sur la stratégie de niche, qui est belle, avec mon maintenant. En fait, dans la prospective stratégique, il ne faut pas négliger le temps et l'espace. Alors ensuite, quels sont les facteurs clés de succès? Alors, les facteurs clés de succès, c'est toujours la prospective stratégique dans le machin du haut, là. C'est ça qui est le plus difficile à déterminer, quels sont les facteurs clés de succès dans mon métier. Alors en fait, je vais prendre des exemples. FB, c'est commercial. On avait listé, ça c'est un travail que j'avais fait avec un consultant, sur le passé, dans les années 2000 à 2010, quels ont été les facteurs clés de succès des grosses boîtes agroalimentaires. Je vais vous les donner. Ensuite, ensuite, j'ai fait une étude sur les facteurs clés de succès à l'horizon 2015 et je travaille aussi sur les facteurs clés de succès à l'horizon 2020. Alors, des fois, j'ai envie d'aller à 2030, 2050, mais c'est la même chose, la logique est la même. Alors, je vais vous donner un exemple, c'est le suivant.
on a pris, alors là c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est le consultant, c'est Mercer, qui s'appelle je ne sais plus comment maintenant, Olivier Mounan, Oliver Mounan, voilà, c'est ça. Il a listé les, je ne sais plus combien il y en a, 10 sociétés agroalimentaires qui ont bien réussi sur les 10 dernières années, c'était en 2010. Il a pris sur les 10 dernières années quelles sont les sociétés qui ont mieux réussi dans l'agroalimentaire et quels étaient les facteurs clés de succès. Alors si on est contre Danone, internationalisation, et veut le retrouver chez un tas d'autres, hein, dont Ben d'ailleurs, voilà, internationalisation. Vous avez ensuite la marque, ensuite nous aussi, des marques. Vous avez recentrage sur le nouveau segment de l'alimentation de santé et engagement dans le développement durable. Donc vous avez des facteurs clés de succès. Alors vous prenez les Nespresso, Tereos, Red Bull, Pernod Ricard, il me semble, Bell, Lorina, Le Duf. Donc ils ont listé, parce que là moi j'ai des objectifs, parce que dans le groupe de travail il y avait Franck Rigaud et moi. Voilà. Et quelque part en n'étant pas objectif, on a dit consultant, on choisissait, on regardait celles qui pour vous ont réussi sur les dernières années. Et quels ont été, parce que de dire ils ont réussi, pas réussi, ça fait un peu plus d'accord, je te donne le temps, on s'en fout. Ce qui m'intéressait, c'est l'analyse des facteurs clés de succès du passé pour expliquer les facteurs clés de succès du futur. Alors, non pas vraiment pour les expliquer, mais pour faire comprendre aux gens ce que sont les facteurs clés de succès. Et donc ensuite, on a fait une étude à l'horizon 2015 pour définir, je ne vais pas en parler là parce que je n'ai pas le temps, quels sont les facteurs clés de succès des boîtes agroalimentaires. Et là, je suis en train de travailler, moi, sur les facteurs clés de succès à l'horizon 2020 sur l'alimentation. Et ça, je le fais pour mon groupe. Donc voilà les fameux facteurs clés de succès. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais vous donner un exemple. Un exemple vraiment que je veux vulgariser. En fait, aujourd'hui, on est 7 milliards. Vous en avez 1 milliard qui sont sous-alimentés, entre 800 millions et 1 milliard. On passe à bouffer. Vous en avez 1,8 milliard qui sont en surpoids d'obésité. Qui dit surpoids obésité veut dire cancer, diabète, etc., 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 etc. 1,8 milliard. Vous avez donc 40% de la population mondiale qui a des problèmes de santé à cause de l'alimentation. Et les autres, ne croyez pas que si vous faites partie des autres, eh bien, vous avez un risque alimentaire. Exemple, ceux qui ont consommé par exemple des graines germées biologiques, il y a eu 50% en 2011. Donc, quelque part, il y a vraiment un risque alimentaire, et ce risque alimentaire est vraiment un problème. Et donc, à long terme, les problèmes de santé vont devenir tels. Hier, j'en discutais avec les assureurs, en leur disant, mais vous pensez à plein de choses, les assureurs, mais est-ce que vous avez pensé à l'alimentation? Aujourd'hui, moi j'ai une idée, c'est de faire payer la prime en fonction de ça. Alors, c'est pas bien. Et n'empêche que les dépenses de santé vont devenir telles, parce que le 1,8 milliard, c'était 1,5 milliard il y a quelque temps, et ça va être 2 milliards bientôt. Hein, donc ça monte comme ça. Et pour la première fois depuis au moins 50 ans, avant tout ça, l'espérance de vie baisse pour un certain nombre de tranches d'âge. Donc il y a un vrai problème, je dirais, de santé à cause de l'alimentation. Bien. Et donc, tout le problème, 5 minutes, pas de problème. Moi j'ai compté 3. Donc en fait, il y a un problème au niveau de l'alimentation et sur le comportement alimentaire. Alors, je suis président d'un fonds qui vient d'être créé, qui s'appelle le Fonds Santé, le Fonds français Santé, Alimentation et Santé. Je suis pas président de ça, moi je suis président de la holding de ça. Toujours la même chose, parce que dans les holdings, je peux souvent que dans le français. C'est un médecin, c'est une endocrinologue qui est président du fonds. Moi je suis le président des amis du fonds, parce que là, où on est un peu la holding. Mieux, on a pas réfléchir. Et en fait, on a fait une étude, vous allez le voir, c'est une dernière slide. En fait, l'inégalité économique entraîne l'inégalité sociale et alimentaire, qui entraîne l'inégalité de santé. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, on est convaincu, qu'on peut changer le comportement des populations précaires et respecter l'environnement en améliorant la qualité nutritionnelle, en améliorant la santé, en réapprenant le plaisir alimentaire, et en aidant les plus pauvres. Et là, on est en train de faire une expérience avec des chercheurs du CNRS. C'est bien un exemple de prospective qui va nous aider à court terme pour comprendre le comportement alimentaire
et pour comprendre, je dirais, ce problème de santé qui va devenir dramatique. En fait, c'est un projet qui va durer 3 ans, qui va démarrer maintenant, là. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des agriculteurs locaux, c'est dans la Charente, on prend des agriculteurs donc locaux qui ont des problèmes de revenus permanents. Là, ils ont un contrat et ils vendent un panier, vous connaissez le système, c'est des AMAP là. Ils font un panier toutes les semaines et les gens ont ce panier et ils mangent les produits locaux, ils n'ont pas le choix. Hein. Vous mangez des fraises, vous ne mangez pas des fraises au mois de décembre, vous mangez les fruits, les légumes, la viande, le fromage du moment, et toutes les semaines vous avez votre panier. Et donc, ces agriculteurs, ça leur permet d'avoir une visibilité parce qu'ils ont un contrat avec ce qu'on appelle ces épiceries solidaires. Et ces épiceries solidaires alimentent la population, 150 ménages précaires, je dirais, avec ces paniers. Bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez 2 facteurs, et vous avez un troisième, c'est qu'on va sur les gens, pour un certain nombre d'entre eux, améliorer leurs compétences alimentaires. On va leur apprendre la cuisine, on va leur apprendre à connaître les aliments, on va leur apprendre ce que c'est des produits locaux par rapport aux produits qui viennent des fraises qui viennent de 4000 km, etc., etc. Et ensuite, à partir de ces 2 éléments, on les combine différemment. Il y a ceux qui sont alimentés par le supermarché, ceux qui sont alimentés par les paniers. Il y a ceux à qui on a donné une compétence, ceux à qui on n'a pas donné de compétences. Et donc, on va faire ce travail sur 3 ans et on va voir la conséquence sur la santé. Ce qui nous permettra de déterminer le comportement alimentaire. Et vous imaginez, pour les sociétés qui vont comprendre comment ça fonctionne, moi avec ma vache qui rit, Univalibet, Gardamer ou Boursin ou toutes les marques, là, je vais vous dire, ça va nous aider. Donc en fait, ça c'est un exemple où on essaie de comprendre ce qui se passe à court terme dans le cadre, je dirais, économique, social, sociétal et environnemental, parce que ça c'est ça. Et à ces gens-là, le Fonds français dont je parlais tout à l'heure, on leur a donné 700 000 €. C'est des chercheurs, les mecs, ils avaient un projet, mais ils n'avaient pas de fric. Donc on leur donne 700 000 € et pour essayer de comprendre, ça dure 3 ans, l'incidence sur la santé. Donc voilà un peu je dirais le contexte. Donc pour moi, le mélange du court terme et du long terme, c'est la seule manière pour une entreprise de pouvoir se sortir. Et dans mon cas, eh bien, c'est un exemple concret. On a une vision à la fois, entre guillemets, sociétale et économique, parce que, attendez, ce que je disais l'autre fois, je crois, les Pays Bas étaient multipliés par 5 en zéro constant, à taux de change égal en 8 ans, et doublé à taux de change courant. Donc ça veut dire quand même que la création de valeur nationale, elle est là. Mais il faut avoir cette vision long terme si on veut aller plus loin. Voilà. Perspective de contexte. Je pense qu'il ressort des éléments de ce contexte. Le premier élément, je dirais que c'est la nécessité, ce que tu disais parfaitement, c'est de penser global et long terme. 2 éléments, de penser global et long terme. Et le deuxième élément qui est une prise de conscience. La prise de conscience qu'on est dans le nouveau monde. Suite à ces 2 éléments, le nouveau monde appelle nécessairement une nouvelle méthode et nécessite un nouveau projet. Et c'est là qu'on prend toute l'essence de la démarche initiée par Michel et qui nous réunit aujourd'hui avec cette création du Designer Planète. Donc je vais demander à Michel de nous expliquer concrètement pourquoi Designer Planète, pourquoi maintenant.